bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce 10 septembre. Sauna et hammam à partir de lundi. L'espace détente du centre nautique communautaire de Sarreguemines rouvre ses portes après 1 an et demi de fermeture. Des travaux, notamment d'accessibilité, ont été réalisés pendant la crise sanitaire. Changement d'exploitant au Snow Hall d'Amnéville, on pourra toujours faire du ski indoor. C'est la société néerlandaise Snow World qui prend la relève après la belle montagne. Pas facile de choisir un vélo en période de pénurie quand les stocks des vendeurs sont souvent à sec. Demain, vous pourrez voir et même tester une douzaine de modèles à Beach. Des seniors de retour sur les bancs de l'école, des résidents de l'EHPAD de Sarralbe ont intégré une classe d'antan avec du mobilier d'école pour un atelier d'écriture originale. Le mildiou et l'oïdium font des ravages dans les cultures. La météo pluvieuse a favorisé ces maladies fongiques qui se développent particulièrement sur les plants de tomates et sur les courges. Et puis notre émission Polygone vous permettra de tout savoir sur la justice de proximité dans l'arrondissement de Sarreguemines. Place d'abord à l'actu. Après 18 mois de fermeture, l'espace détente du centre nautique communautaire de Sarreguemines rouvre ses portes lundi. La crise sanitaire aura au moins été propice à une chose, des aménagements ont été menés avec des nouveautés et plus d'accessibilité. Reportage de Marie-Morgane Pires. La chaleur des saunas et du hammam ne s'était plus fait ressentir depuis le 13 mars 2020. L'espace détente du centre nautique avait dû fermer ses portes en raison de la crise sanitaire. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a profité de cette période de fermeture pour effectuer des travaux. Certains étaient obligatoires pour une mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Elles pourront profiter de tout l'espace et accéder à la terrasse extérieure grâce à la création d'un pédiluve adapté. Nous avons également profité de cette fermeture pour changer un petit peu l'attrait de notre espace détente avec une douche écossaise en lieu et place d'un bassin froid qui ne contentait pas entièrement nos usagers. L'accès à l'espace détente a été également modifié. Il n'y aura plus d'entrée dédiée. Les usagers devront emprunter l'accès piscine. Ils pourront ensuite profiter des 3 saunas et du hammam. Pour compléter l'offre, de nouvelles prestations sont à l'étude. Nous avons également en tête de mettre en place des massages de façon, je dirais, pérenne. C'est un attrait qui est aujourd'hui rénovateur pour le centre nautique et puis pour la région. Voilà, c'est quelque chose qui va être mis en place pendant l'hiver normalement. 80% des travaux ont été réalisés en régie par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence pour un montant de 40 000 €. L'espace détente ouvrira ses portes dès lundi 13 septembre à 10 h avec de nouveaux horaires et de nouveaux tarifs plus attractifs. Que des bonnes nouvelles. Et puis si vous préférez le froid, eh bien vous allez pouvoir continuer à skier au Snow Hall d'Amnéville. Après la résiliation du bail de la société La Belle Montagne au début de l'été, le comité stratégique de la SPL Destination Amnéville s'est réuni pour désigner le nouvel exploitant. C'est Snow World, une entreprise néerlandaise qui s'est vue attribuer la concession de service pour une durée de 8 ans. Une concession qui prendra effet au 1er novembre. Explication dans ce reportage de Jean Milon. L'ambition, voilà ce qui a fait la différence entre La Belle Montagne, qui exploitait le site jusqu'à présent, et Snow World, désormais nouveau locataire de la piste de ski indoor d'Amnéville. La Belle Montagne avait la mauvaise expérience. Donc quand vous avez une expérience aussi dramatique, vous ne retournez pas dans les mêmes conditions. Donc les conditions étaient moindres, alors que l'opérateur que nous avons choisi a la compétence, a le dynamisme, a l'expérience, a le savoir-faire. Et effectivement, l'entreprise néerlandaise n'en est pas à son coup d'essai. Elle possède pas moins de 86 000 m² de surface de neige et 6 stations de ski en intérieur aux Pays-Bas et en Allemagne. Si l'expérience dans le domaine a pesé dans la balance, les montants des investissements ont été bien évidemment au cœur des débats. Et de ce côté, Snow World a pris aussi visiblement l'ascendant. La Belle Montagne a connu des difficultés pendant les 3 premières années d'exploitation du Snow Hall, a montré quand même un intérêt pour celui-ci en concourant, mais avec une vision des choses qui était un peu moins enthousiaste que Snow World, qui est vraiment très intéressé par le Snow Hall d'Amnéville et qui a une véritable envie ou a démontré cette véritable envie d'investir, d'en faire un monde de la neige, de lui donner une dimension qui soit celle que l'on espère pour cet établissement parce qu'il mérite effectivement de renaître. Dans les prochains jours, l'accord sera officiellement signé. Les 40 salariés seront conservés. La société Snow World prendra possession des lieux début novembre 2021.
Pour se mettre en jambes avant le ski, c'est encore la bonne saison pour enfourcher un vélo. Mais comme pour beaucoup de matériel, les vélos aussi connaissent une pénurie d'approvisionnement. Alors comment faire son choix si on n'a pas le vélo sous la main? Eh bien à Beach, vous allez pouvoir faire un vélo test toute la journée de demain à proximité du marché couvert. Catherine Henrich a rencontré Jonathan Bichler pour en savoir plus. Il est assez difficile aujourd'hui de se procurer un vélo si l'on est un peu exigeant et que l'on ne trouve pas son bonheur dans le petit stock de son magasin. Alors les délais sont assez variables à l'heure actuelle, mais sont plus proches des 3 mois, 6 mois, voire un peu plus en fonction de l'exigence des clients. Alors comment pouvoir choisir la monture idéale sans pouvoir l'avoir sous la main et la tester? C'est pourquoi Jonathan Bichler organise un vélo test. Donc on offre la possibilité aux gens de pouvoir se mettre en selle, essayer des vélos électriques, des VTT, des vélos de gravel, donc voir un peu ce que ça donne, se donner une idée de ce que ça peut donner sur des vélos qui sont relativement chers. Donc avant de se lancer pour investir dans un vélo électrique, on a souvent envie de tester. Une douzaine de vélos adultes seront disponibles pour les essais dans 6 catégories différentes. Il n'y a plus qu'à faire votre choix. Et rendez-vous donc près du marché couvert demain de 9h à 16h. Pas besoin de vous déplacer chez le glacier, c'est lui qui vient à vous si vous avez de la chance. Le camion de glace de Christian Scopel s'est baladé hier après-midi au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et à l'hôpital Robert Pax. Les agents et les patients étaient conviés à commander une glace gratuitement. C'était un cadeau de la direction qui a permis au personnel de profiter d'un petit moment convivial. Car depuis 3 ans, aucune fête à destination des agents ou des enfants des soignants n'a pu être organisée. Et c'est pour cette raison que pour la 2e année consécutive, la direction a fait appel à la famille Scopel, un geste qui a évidemment ravi les plus gourmands. Plongeons dans une classe d'antan pour des seniors. Des résidents de l'EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe ont participé à un atelier d'écriture particulier. L'équipe encadrante a reconstitué une salle de classe avec du mobilier d'époque, de quoi faire ressurgir quelques souvenirs d'école primaire. Thibaut Desmerlet en a été témoin. C'était leur rentrée des classes. 7 résidents de l'EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe ont revécu leur cours d'écriture de primaire. Une salle de classe de l'époque a été reconstituée avec du mobilier donné par la mairie de Sarralbe. C'était l'occasion de voir s'ils n'avaient pas perdu la main. Nous, on fait beaucoup d'oral, mais pas beaucoup d'écrit. Mais c'est vrai que c'était une façon de voir s'ils se rappellent de l'écriture comme on écrivait à l'école, quoi. L'exercice du jour, écrire correctement les lettres de l'alphabet. Edith et Robert sont les élèves du premier rang. Ils n'ont rien oublié de leur cours d'autrefois. Ils s'appliquent. La pratique de l'écriture était très bonne, mais elle me reste encore malgré mon grand âge. Bon, je tremble un peu maintenant, mais ça me va encore. En faisant doucement, j'arrive encore à écrire une lettre. L'ambiance et le décor ont fait ressurgir de vieux souvenirs. Ah ben c'est très bien, je retrouve le tableau noir que j'ai connu à 6 ans. J'étais bien vu par la maîtresse, j'avais toujours de bonnes notes. Il ne fallait pas parler en classe. On était souvent punis par des verbes, comme moi j'en ai eu une fois 8 soirs de suite à écrire des verbes. Aucune tape sur les doigts ni aucune punition ont été nécessaires. Tout le monde a été sage et assidu. Celle qui n'est pas sage, c'est la météo. L'été a été particulièrement pluvieux cette année et si cela ennuie de nombreux vacanciers, que dire des producteurs de fruits et légumes? Avec une humidité quasi constante et peu de soleil, toutes les conditions étaient réunies pour que les maladies fongiques se développent sur les plants. Vous en avez peut-être été témoin dans votre potager. Les tomates et les courges en sont les premières victimes. Anne-Sophie Grosse s'est rendue à la cueillette de Peltre pour le constater. Si les serres de Vincent Tillement ont relativement été épargnées, les fruits et légumes cultivés en plein champ n'ont pas eu cette chance. Le mildiou, qui apprécie particulièrement les plants de tomates, va d'abord se déposer sur les feuilles ou la tige, faire nécroser la plante, la dessécher, voire même atteindre les fruits jusqu'à les faire pourrir. Ce champignon peut donc très vite faire des ravages. Le pied coûte 1,70 €. Donc vous voyez, un pied de tomate à 1,70 €, il faut déjà vendre des kilos pour l'amortir, hein. Pour nous, c'est pas une année rentable, mais c'est un risque qu'on prend, on le sait. Autre maladie typique de ce genre de climat humide et sans soleil, l'oïdium.
L'oïdium, c'est le blanc là. Une autre variété de champignons qui aime se déposer notamment sur les feuilles des courges, mais aux conséquences bien différentes de celles du mildiou. Ah bah il détruit les feuilles et puis il bloque la plante. Il bloque la plante, c'est comme si vous la coupiez. Le fruit va se stopper, il grossira plus, il va mûrir comme ça. Et il ne faut pas bien longtemps à Vincent Tillement pour nous montrer des courges bien plus petites que les années précédentes. Normalement, elle devrait faire quelle taille ? Bah, ça doit faire 4-5 kilos. Là, elle va faire 800 grammes. Donc on n'est pas du tout dans le gabarit de courges qu'on voulait, quoi. Bon, ils n'ont pas encore fait des courges spéciales Lorraine pour le climat, mais avec les techniciens, avec les ingénieurs, peut-être que ça viendra. Malgré les aléas climatiques et les pertes occasionnées par ces deux maladies, la cueillette de Peltre espère tout de même faire une belle arrière-saison. Et même si les courges d'Halloween seront un peu moins grosses cette année, les enfants pourront tout de même venir creuser leurs citrouilles et leur donner un visage effrayant. On est sauvés, il y aura quand même des citrouilles pour Halloween et quels que soient les aléas de la météo. On va d'ailleurs bien justement regarder tout de suite les prévisions pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera sous les nuages et de faibles averses, mais le ciel devrait se dégager dans le courant de la journée. L'après-midi sera bien ensoleillé et on pourra profiter des températures allant de 19 à 21 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les Adelphes et le soleil nous accompagnera de 7h02 à 19h53. Passez tous un beau week-end et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Une soirée humour et chansons, ça vous tente? Rendez-vous samedi 18 septembre à 19h30 à l'Espace Cassin de Beach. Avec l'humoriste bien connu sur Radio Studio 1, Danny Dimmer et le groupe Die Lothringer. Infos et réservations sur le Facebook de Radio Studio 1. C'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmidt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Aujourd'hui, c'est le grand retour de notre émission Polygone. Ce mois-ci, on s'intéresse à la justice de proximité dans l'arrondissement de Sarreguemines. Que faire quand on est victime? Comment obtenir des renseignements? La réforme, qu'a-t-elle changé pour le justiciable? Réponse tout de suite dans Polygone. Je vous laisse en compagnie d'Uranie et de ses invités. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Polygone, on s'intéresse à la justice et plus particulièrement à la justice de proximité. On imagine souvent qu'elle n'est que punitive, mais il existe aussi tout un côté prévention et aide aux victimes, ou tout simplement si vous avez une question, vous trouverez toujours réponse. Alors quelles affaires sont traitées sur notre territoire? Vers qui peut-on se tourner en cas de besoin? Bref, quelle justice pour vous sur l'arrondissement? Autour de cette table, on va tenter d'y répondre avec nos 3 invités. Le procureur de la République Olivier Glady, maître Hervé Tomaszewski, avocat et bâtonnier du barreau de Sarreguemines, et également le directeur de l'association Proximité, Serge Papuga. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour. Alors ces 2 dernières années ont été très marquées par la réforme de la justice. Beaucoup de changements ont eu lieu, parfois pas forcément visibles pour le justiciable, pour le citoyen, notamment au tribunal de Sarreguemines. On note par exemple son changement d'intitulé, donc le tribunal de grande instance devient le tribunal judiciaire. Des grands mots, hein, j'ai l'impression quand même pour le citoyen lambda. Qu'est-ce que ça change concrètement? Et je me tourne vers vous, monsieur le procureur. Le fond est le même. Le fond de l'institution et de la juridiction de Sarreguemines demeure le même. Il y a toujours, malgré la transformation du tribunal de grande instance ex-TGI en tribunal judiciaire TGI, les services que l'on y trouvait auparavant. Le tribunal d'instance, en particulier de Saint-Avold, est devenu un tribunal maintenant de proximité, tandis que le conseil des prud'hommes, quant à lui, est demeuré tel qu'il était intitulé jusqu'à présent et baptisé jusqu'alors. Je dirais que il y a des transformations internes qui ont été statutaires, qui ont pu être introduites à travers cette réforme de la justice de 2019, dite loi de programmation pour la justice en 2019, et qui sont effectivement assez transparentes pour le justiciable. En revanche, il y a quelques contentieux qui ont pu être déplacés, soit immédiatement, soit dans les temps suivant l'application de la réforme. Par exemple, est-ce que vous avez quelque chose en tête de type de contentieux? Eh bien, par exemple, les affaires familiales, dans un premier temps, se sont concentrées au tribunal, puis sur un critère territorial, ont pu être pour certaines d'entre elles, en réalité celles qui sont hors divorce ou les contentieux qui peuvent opposer des parents après un divorce, des ex-conjoints après un divorce, ont été, selon le territoire et du domicile des personnes intéressées, déplacés à Saint-Avold par exemple. Très bien. Il y avait une crainte des professionnels dans le monde de la justice, c'était de perdre ce lien de proximité, c'est notre thématique du jour. Est-ce que dans les faits c'est le cas ? Est-ce qu'on perd un lien de proximité avec la réforme de la justice? À vos échelles respectives, hein, j'entends bien. Pour l'association proximité, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est ce que évoquait Monsieur le procureur, c'est que en ce qui concerne les affaires familiales, certaines affaires familiales, dans des situations bien précises, sont traitées par le juge de l'ancien tribunal d'instance, qu'on appelle maintenant le tribunal de proximité. Mais pour le reste, rien n'a changé. Pour nous, en tout cas pour nous, relation avec l'institution judiciaire, elle reste exactement la même. Idem de votre côté, c'est assez semblable ? C'est un petit peu difficile à dire parce qu'on manque encore un petit peu de recul. L'impression qu'on a, c'est que, alors l'idée était peut-être bonne de vouloir simplifier l'image qu'on donne du tribunal pour le justiciable, parce qu'avant il y avait le tribunal de grande instance, il y avait d'autres juridictions et tout ça a été fusionné sous un même nom qui est le tribunal judiciaire. C'est quand même devenu relativement compliqué concrètement parce que les règles d'accès, je veux dire, de demande en justice nécessitent quand même une certaine connaissance technique, et d'où l'intérêt justement de consulter un avocat avant de se lancer dans une procédure pour éviter de se retrouver après avec une procédure qui est bancale, qui n'aboutit pas et qui oblige soit de recommencer à zéro, voire de ne plus pouvoir recommencer du tout. Et de ce côté-là, la profession aurait aimé peut-être vraiment une simplification des règles, et on a eu à un moment donné quand même à déplorer, notamment en 2019, un trop long délai d'attente entre la loi de programmation qui a été citée tout à l'heure et le décret d'application, et qui est arrivé au moins de souvenir en décembre, fin décembre, pratiquement à Noël, pour une entrée en vigueur au 1er janvier. Ça a été un moment anxiogène aussi pour les professionnels, que ce soit les avocats mais aussi les huissiers, parce qu'on ne savait justement pas, les procédures étaient en cours, les nouvelles procédures devaient être engagées sur l'année 2020.
Et on ne savait pas comment saisir le tribunal parce que le décret d'application n'était pas là. Maintenant, on le connaît. Les choses, c'est toujours pareil, hein, quand il y a toujours une phase de transition, où les choses, il faut qu'elles se mettent en place. Et là, on peut, avec la coopération avec la juridiction et le barreau, on peut trouver ensuite des modes de fonctionnement qui facilitent cet accès. Parce que le but, c'est quand même ça. C'est faciliter l'accès du justiciable à la justice et qu'on garde ce lien qui est très important sur notre territoire, que ce soit Sarreguemines, Saint-Avold, le Pays de Bitche, tout cela, le barreau de Sarreguemines s'est toujours battu pour que le tribunal ne soit pas départementalisé, ne soit pas nationalisé sur certains contentieux, justement pour permettre aux gens qui habitent ici ne pas avoir à prendre la voiture et faire trop nombreux de kilomètres, d'avoir quelqu'un qui peut leur expliquer comment ça fonctionne à proximité et de pouvoir se rendre aussi à son audience, que ce soit quand on divorce, du moins avant la réforme du divorce, et l'accès au juge pour enfants, tout cela, il faut qu'il y ait quand même que ça reste ici, que ça reste à Sarreguemines, et pour cela le barreau s'était battu. Vous évoquiez les kilomètres, justement, c'était une autre inquiétude, parce qu'il y en a eu beaucoup des inquiétudes autour de cette réforme, que les usagers devraient faire des kilomètres parfois pour se rendre justement à une audience. Est-ce que ça a été le constat qu'on a pu faire après cette réforme ou pas? Peut-être sur certaines affaires spécifiques. Alors les affaires spécifiques, là aussi, je pense que c'est quelque chose de trop récent. C'est-à-dire qu'on a eu un décret qui est entré en vigueur cet été, si je ne me trompe pas, qui a conféré certaines compétences spécifiques au tribunal judiciaire de Metz. Mais c'est ponctuel, c'est-à-dire que c'est sur les brevets, sur la propriété intellectuelle. C'est pas quelque chose qui va toucher monsieur tout le monde, une grande partie de la population. Donc ça va pas l'impacter. Et ce qui a été bien, effectivement, c'est la possibilité pour le tribunal judiciaire de délocaliser, je dirais, une partie de son contentieux, de ses affaires familiales à Saint-Avold. Ce qui fait que les gens qui habitent Saint-Avold, qui habitent à la proximité, dans ces communes-là, ils ont moins de déplacements à faire, ils sont plus obligés d'aller jusqu'à Sarreguemines, ils vont à Saint-Avold le vendredi matin, ils voient leur juge aux affaires familiales avec leur avocat, et c'est quand même une amélioration en termes de déplacement. En tout cas, déjà, merci pour ces premiers éclaircissements. À Sarreguemines, l'accueil du justiciable a été repensé. Donc, si vous avez une question, maintenant, il existe le SAUJ. C'est donc le service d'accueil unique du justiciable. L'un de nos journalistes s'y est rendu et vous propose des petites scénettes pour qu'on comprenne mieux à quoi ça sert. Regardez. En poussant les portes du tribunal judiciaire de Sarreguemines, on aperçoit dans le hall un cube quasi neuf composé de 4 box. C'est l'espace d'accueil appelé SAUJ. Avant, on recevait donc tout le public arrivé, mais on avait simplement un accueil directionnel. Donc en fait, on orientait les gens dans les services du palais de justice. Donc si vous aviez une question pour un divorce en cours, on vous envoyait à l'étage au service du JAF. Si vous aviez une question sur le livre foncier, on vous envoyait dans le bureau du livre foncier. Ça maintenant, c'est plus le cas. Tout le monde repart avec son renseignement sans monter dans les étages et sans déranger les collègues des services. Un accueil unique pour le justiciable, quelle que soit sa question et sa juridiction. Pour mieux comprendre, voici quelques scénarios possibles. À commencer par l'accueil des box 1 et 2, où les gens viennent régulièrement demander où en sont leurs affaires en cours ou retirer un formulaire. Bonjour, je viens vous voir pour avoir un formulaire d'aide juridictionnelle, parce que je divorce et j'ai pas les moyens de payer un avocat. Le box 3, c'est le bureau d'aide aux victimes. Bonjour. Je viens vous voir parce que je viens de me faire agresser et les procédures sont en cours. Je voulais savoir en tant que victime quels pourraient être les dédommagements dont je pourrais avoir droit. Les associations partenaires soutiennent les personnes dans le cadre d'audiences pénales ou lors d'un rendez-vous ponctuel pour les aider dans leur démarche et à la constitution d'un dossier. La dernière cellule sert notamment de bureau d'exécution des peines. Je sors de l'audience correctionnelle, je connais le montant de la contravention que je vais devoir régler suite à l'important excès de vitesse que j'ai fait dernièrement. Donc là je viens ici au bureau d'exécution des peines pour régler cette amende. Le SAUJ existe depuis septembre 2017 à Sarreguemines. Les tribunaux de Saint-Avold, de Forbach et de Metz en sont pourvus également. En parallèle, le site justice.fr vient compléter ce service. Les usagers ont donc accès à une information fiable et gratuite et peuvent être orientés dans leur démarche.
Et d'ailleurs, si vous avez une question, le SAUJ peut vous aider. Vous avez un mail qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez leur poser des questions par rapport à ces différentes scénettes et même d'autres choses sur des procédures ou des démarches en cours. On l'a vu aussi dans ce reportage, ça se numérise. Est-ce que ça simplifie vraiment certaines démarches de passer maintenant par des plateformes web ? Ça, c'est un travail qui est encore en cours et qui va vraisemblablement produire des effets importants sur les comportements professionnels. La justice a une longue tradition de papier qui n'est pas complètement d'ailleurs à mépriser parce que le traitement papier permet aussi de prendre connaissance d'une façon peut-être plus naturelle de l'information. Une procédure de justice, qu'elle soit civile ou pénale, c'est d'abord un certain nombre d'informations que les professionnels, magistrats, ministères publics, magistrats du siège, avocats, doivent apprendre et connaître pour soutenir leur point de vue. Et de ce point de vue-ci, la numérisation va peut-être aussi nécessiter, outre de la constitution de nouvelles habitudes de travail, mais aussi des circuits qui doivent d'ailleurs être mis en réseau, non seulement entre les avocats et le tribunal, ce qu'on peut penser très spontanément, mais également entre les forces de l'ordre, gendarmerie et police, et le tribunal, et une communication fluide et technologiquement adaptée entre ces différents interlocuteurs pour que les procédures numérisées, voire même nativement numériques, c'est-à-dire en réalité celles qui vont, et c'est la prochaine étape de la procédure pénale numérique par exemple, ce n'est plus la dématérialisation, c'est-à-dire la transformation d'un document papier dans son équivalent numérique du type fichier PDF, mais véritablement la prise de plainte sur un matériel électronique et ensuite une enquête qui va toujours et encore sur le plan pénal obéir à ces pratiques habituelles, interpellation, placement garde à vue, perquisition, interrogatoire, contre-interrogatoire, confrontation et j'en passe. Le tout immédiatement sur un support informatique avec une transmission entièrement dématérialisée, entièrement faite par Internet au tribunal, une ventilation ensuite possible de cette procédure dans un souci de contradictoire et donc d'une information équivalente de tous les acteurs de la procédure à l'égard de celle-ci, de la procédure au magistrat du parquet, puis au magistrat du siège, par exemple le juge d'instruction, le juge correctionnel et évidemment nos partenaires auxiliaires, les avocats, avocats tant du prévenu, des personnes mises en cause, que des victimes susceptibles de réclamer une indemnisation de la juridiction. En fait, c'est un peu comme une porte d'entrée. On démarre souvent par une démarche sur le web, mais ensuite, bien sûr, le lien physique, l'échange avec son avocat ou autre n'est pas effacé. D'ailleurs, les échanges, la proximité, c'est le nom de votre association, c'est quand même votre cheval de bataille. C'est là-dessus où vous travaillez beaucoup. C'est-à-dire que nous on fait un accueil, on a un accueil sur différents sites du justiciable. Et on accueille les justiciables sur un bureau qui est situé dans le bassin houiller, à Rennes-les-Forbach. On les accueille également dans un bureau qui est situé à Beach, pour toutes les personnes qui sont domiciliées sur le Beacherland. Et bien sûr au siège de l'association, et également au bureau d'aide aux victimes qui est situé au SAUJ. Après, en ce qui concerne les échanges avec la juridiction et la numérisation, je suppose que ça sera prévu. Je pense qu'il y aura quelque chose qui sera mis en place. Actuellement, à l'association Proximité, ce qui est certain, c'est que tout dossier qui arrive à l'association Proximité, toute saisine qui est faite à l'association Proximité est numérisée. C'est-à-dire qu'on traite déjà tout sous la forme informatique, ce qui facilite les échanges avec le parquet quand il faut envoyer un rapport, ou il faut envoyer ou avec le barreau lorsqu'il faut envoyer un compte rendu qui est demandé par les magistrats ou par les avocats. C'est déjà quelque chose qui est rentré chez nous dans les mœurs. Moi je dirais que ça fait bien 4-5 ans qu'on travaille de cette façon-là, qu'on numérise toutes nos procédures. De même que lorsque, par exemple, le parquet nous transmet une procédure dans le cadre
d'une médiation pénale, donc des gros dossiers qui sont relativement volumineux, avec beaucoup de papier. La première chose qu'on fait, c'est qu'on numérise tout le dossier, de manière à ce que si un avocat doit intervenir ou si un avocat veut prendre connaissance de la procédure, il y a déjà plus de photocopies, donc on fait une grosse économie de papier et on peut transmettre effectivement un fichier numérisé. Et ça permet aussi de rentrer dans des délais peut-être aussi plus raisonnables pour traiter une affaire aussi. Un délai raisonnable, bon après c'est assez relatif selon certaines personnes. On sait que la réforme de la justice a voulu aussi axer les changements sur ce point, mais limiter les délais, ça passe aussi par la spécialisation des juges et des magistrats. On parlait donc tout à l'heure de la réforme qui a transformé le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance en tribunal judiciaire. Ça a été le cas aussi donc pour Saint-Avold, on l'évoquait, qui est devenu un tribunal de proximité. En son sein, on s'occupe souvent et uniquement d'ailleurs des litiges civils. Les anciens juges d'instance sont devenus des juges spécialisés du tribunal judiciaire et parmi les spécialités, il y a les juges des contentieux de la protection. Une pile de dossiers à n'en plus finir, des affaires à juger minutieusement au cas par cas. C'est le quotidien de cette juge qui officie aujourd'hui sous l'étiquette juge des contentieux de la protection. Les missions sont multiples. Nous sommes spécialisés en matière de baux, de bail d'habitation, donc tout ce qui est expulsion, impayé de loyer, tout ce qui est squat. Nous avons une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation. Et ensuite, nous avons également une compétence pour tout ce qui est petits litiges. Et puis, nous sommes également donc juge des tutelles. Ça, c'est un gros morceau, donc la protection des majeurs. Elle est saisie par un particulier, comme un bailleur social, ou une institution, comme une banque par exemple. Elle peut commencer le dossier et donner la parole aux deux parties. On convoque les gens à l'audience, on convoque les défendeurs à l'audience. Il y a un principe très important en matière de justice civile, c'est le respect du contradictoire. C'est-à-dire que tout ce que dit une partie doit être, il est possible de contredire par l'autre partie. Puis, son rôle est de statuer sur l'affaire, de donner son jugement. En cas de loyer impayé par exemple, et après audience. On décide que oui, il n'a pas payé son loyer, donc le bail est résilié. Et malheureusement, si le bail est résilié, l'évacuation ou l'expulsion doit être ordonnée. Voyez ? Ou alors on dit, si, il rapporte la preuve qu'il a payé son loyer, et donc le bail n'est pas résilié. Depuis septembre 2020, une nouvelle compétence est attribuée, le juge des affaires familiales. Cela veut dire qu'elle peut juger des dossiers hors et après divorce, notamment sur l'exercice de l'autorité parentale, et cela pour toute la population du bassin houillé. Pour limiter les délais, désengorger les tribunaux, on peut résoudre à l'amiable et on pense surtout à la conciliation de justice. D'ailleurs, elle est devenue obligatoire début 2020 pour tous les litiges de 5 000 € ou moins. Un conciliateur nous en parle en détail. C'est assez disparate puisque nous réglons quand même les problèmes de tout à chacun du quotidien, il faut le savoir. Bon, ce qui ressort en dominance, ce sont les plantations invasives, les mésententes de voisinage et les problèmes de mitoyenneté. C'est pas toujours gagné. Bon, il faut être déjà, je dirais, bien s'inspirer de la nature du litige. Et puis être un bon psychologue. Et notre intervention, bien sûr, tente à apaiser le différend qui existe entre les parties. Et pour cela, nous avons quand même un taux de réussite qui est quand même tout à fait éloquent. Nous avons à peu près, sur la Moselle-Est, un taux de réussite qui avoisine les 60%, ce qui est quand même tout à fait important. En nombre d'affaires traitées, ils ont dès l'ordre entre 600 et 700 affaires. Toutes les informations complémentaires sur leur site, notamment comment les contacter sur le site donc conciliateur.fr. Ce qui nous permet aussi d'évoquer l'accès au droit pour tous. De nombreuses permanences existent sur le territoire. En plus des SAUJ qu'on a déjà citées, il existe des maisons de la justice et du droit où vous pouvez être pris en charge gratuitement et anonymement. J'ai d'ailleurs quelques exemples à donner, peut-être que ça parlera à nos téléspectateurs. Imaginons, je suis donc dans le Pays de Bitche, j'ai besoin
besoin d'un renseignement sur le droit du travail parce que j'ai un différend avec mon employeur. Je me tourne vers qui, vers quelle structure? Eh bien, vous pourriez appeler l'Ordre des avocats du barreau de Sarreguemines qui tient une permanence téléphonique une fois par mois. On vous y inscrit et puis vous avez la possibilité lors de cette consultation de vous entretenir avec un avocat qui pourra vous orienter sur les démarches à suivre, sur vos droits et c'est pas très exhaustif mais ça vous permet quand même de mettre le pied à l'étrier pour avoir déjà un début d'information. Après, si vous habitez sur le ressort de Forbach, vous avez la maison de justice et du droit à Forbach où là pareil c'est les avocats du barreau de Sarreguemines qui tiennent les permanences ainsi qu'à Bérennes et Forbach. Alors, autre question, autre exemple, si je suis endettée et que j'ai besoin de connaître les procédures qui y sont liées, idem, je me tourne vers qui, vers quelle structure? Comme dit, vous pourriez très bien prendre attache avec le barreau. Et par rapport à la carte qu'on a pu voir sur l'écran, est-ce que toutes les antennes de justice et les maisons de justice et de droit sont aptes à pouvoir répondre à toutes ces questions-là, en tout cas sur les deux exemples qu'on a pu donner? La maison de justice et du droit de Forbach, par exemple, a des voies d'ouverture assez amples qui permettent aux justiciables de s'y présenter, d'être mis en contact à tout le moins avec un coordonnateur qui est un membre du personnel de la juridiction. Et celui-ci, de par une étendue assez vaste de connaissances quant aux différentes procédures de la vie quotidienne et celles dont vous parliez en relève assurément, sans compter peut-être aussi des problèmes de nature plus pénale qui peuvent aussi animer les requêtes, les requérants, peut faire un premier filtre parce que c'est souvent compliqué quand on est justiciable et que l'on est empêtré dans un problème, peut-être un problème de voisinage qui peut avoir une connotation pénale, entremêlé d'ailleurs par intermittence le droit pénal et le droit civil. C'est souvent difficile de mettre en forme la demande. Tant il est vrai que le droit est tout d'abord un processus d'abstraction d'une situation concrète dans une règle de droit, parce qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Il n'y a pas de situation qui soit non juridique, mais qui échappe au droit. Le tout est souvent de pouvoir disséquer la difficulté et d'une certaine manière distiller de telle sorte que sa réalité quotidienne, son aspect concret puisse être traduit en langage juridique. Et je pense que tous ces points d'accès du barreau, le tribunal avec le service qu'il rend régulièrement d'accueil des victimes justiciables, l'association évidemment proximité, ce sont des points d'accès qui sont précisément aussi des filtres permettant, et je pense notamment à la maison de justice qui est située dans le quartier de Wiesberg à Forbach, de pouvoir accueillir ces demandes et que mise en relief appréciée par un professionnel, il puisse y avoir une première orientation du requérant pour que dans la complexité d'une vie sociale qui évidemment paraît touffue, mais parce qu'elle obéit à la complexité du monde, cette demande-là puisse être orientée dans un registre administratif qu'il ne faut pas oublier, plutôt en direction d'une procédure civile ou alors en direction d'une prise en compte pénale de la situation. Donc un premier filtre, et puis aussi je pense que c'est assez complémentaire. J'ai un dernier exemple à donner. Je suis victime d'une agression. Je ne sais pas trop par quel bout commencer. Peut-être que je m'y prends peut-être un peu tard aussi. Je n'ai pas osé tout de suite y aller. Et je ne sais pas quelles sont les démarches à faire. Je me tourne vers qui encore? Peut-être l'association? Oui, donc l'association Proximité. Donc nous nous occupons que des victimes d'infractions pénales. Donc on n'est pas du tout sur le volet civil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'association Proximité, nous privilégions le contact physique avec les personnes. C'est-à-dire que lorsqu'une personne appelle l'association Proximité, les renseignements, on évite dans la mesure du possible de donner que du renseignement téléphonique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de la domiciliation de la personne, on va lui fixer un rendez-vous sur l'une des 3 antennes évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire Bérennes, Beach, Sarreguemines ou carrément déjà au palais de justice, au bureau du Sauge, de manière à ce que la personne qui va recevoir
la victime puisse l'orienter le mieux possible et surtout entendre et évaluer le besoin. Comprendre finalement. Évaluer le besoin, parce que souvent il arrive aussi que ces personnes, si elles ont besoin de renseignements concernant tout ce qui est procédural, comment est-ce que je fais, à qui j'écris, comment est-ce que je dépose plainte. Ça peut freiner aussi. Mais il y a également tout cet aspect psychologique, c'est-à-dire des victimes qui arrivent dans nos locaux et qui visiblement sont traumatisées, et à qui on propose tout de suite et en amont, de façon proactive, c'est-à-dire avant même qu'on entame une procédure, de rencontrer l'un des 2 psychologues de l'association Proximité. Très bien. En tout cas, pour tous les accès au droit et à la justice qu'on a pu évoquer, vous pouvez les retrouver sur le site cdad-moselle.justice.fr. C'est très bien détaillé avec les horaires d'ouverture et tous les contacts. Donc on parlait justement de l'association Proximité. Vous avez 16 missions différentes. Est-ce que vous pouvez nous en lister peut-être 2 les plus courantes que vous avez ? Bien, l'activité principale l'activité fondatrice de l'association, c'était l'aide aux victimes d'infractions pénales, qu'on évoquait là il y a quelques minutes. Ensuite, nous mettons également en place, avec le parquet de Sarreguemines, avec monsieur le procureur, la médiation pénale. Mais je pense que monsieur le procureur de la République pourra en parler. Médiation pénale qui permet de trouver un accord amiable entre un auteur et une victime, dès lors qu'effectivement les 2 personnes sont disposées à se rencontrer. Comme pour la conciliation de justice, mais là c'est l'aspect pénal. Oui, déjà l'aspect pénal, il y a déjà une plainte qui a été déposée, donc à ce niveau-là. Et comme 3e activité principale, et je vais essayer de rester dans le domaine pénal, je parlerai peut-être je citerai peut-être le téléphone grave danger. Qui est, si on peut peut-être détailler pour le les téléphone personnes grave qui ne danger, connaissent pas. Donc l'association Proximité assure le suivi des personnes qui bénéficient donc de cette mesure. La mesure généralement est initiée par les magistrats du tribunal de Sarreguemines, généralement par monsieur le procureur de la République, qui saisit l'association de ce qu'on appelle une évaluation de la victime. C'est-à-dire que monsieur le procureur de la République nous demande de rencontrer une victime et d'évaluer avec cette victime, de voir si effectivement un besoin se fait sentir concernant cet équipement. Donc, en 2 mots, c'est un équipement, c'est une personne qui est munie d'un téléphone et avec une manœuvre très particulière peut alerter une centrale de surveillance qui va la géolocaliser et va lui demander si elle est en danger et de décrire le danger où elle fait face. D'accord. Il y a parfois, dans de très rares cas, l'intervention des forces de l'ordre à ce moment-là. D'accord, je comprends mieux donc le téléphone grave danger. Alors donc on a cité plusieurs partenaires différents, même vous, autour de cette table, vous collaborez au quotidien pour le justiciable. Les partenaires sont donc très nombreux et parmi ceux qui usent de l'amiable pour régler les problèmes, il y a UFC Que Choisir. Alors c'est surtout pour le droit des consommateurs. Quels dossiers sont traités par les membres de l'association? Jusqu'où peuvent-ils aller pour aider les citoyens? Réponse dans ce reportage. 357 434 €. C'est le montant des sommes récupérées en 2020 par l'association UFC Que Choisir au profit des particuliers. Une année compliquée pour recevoir du public et pourtant sur site, l'antenne de Moselle-Est a pu accueillir et conseiller 363 personnes, dont 51 à Sarreguemines et Bitche. À chaque rendez-vous, un dossier est monté et un courrier expliquant le litige est envoyé à la partie adverse. L'objectif est de régler le différend à l'amiable. Si ça ne fonctionne pas à l'amiable, on aide le consommateur à saisir soit le conciliateur, soit la justice. Mais leur travail s'arrête aux portes du tribunal. Ce qui ne veut pas dire qu'ils chôment. En 2020, l'association comptabilise 374 courriers de litige envoyés, 854 conseils téléphoniques donnés et 151 dossiers traités. Comme en 2019, la plupart des dossiers étant liés au secteur de l'énergie. C'est-à-dire énergie renouvelable, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, c'est une catastrophe.
Suivent ensuite les affaires liées aux assurances, aux failles dans les contrats, aux litiges commerciaux, dans la télécommunication ou encore les logements. Certains dossiers peuvent être refusés, tout ce qui est lié aux litiges entre voisins ou quand le consommateur a commis une faute, par exemple donner ses codes de carte bleue par téléphone. Donc on a déjà bien dressé tout ce qui peut exister pour aider le justiciable. J'aimerais maintenant qu'on évoque toujours un peu du côté pénal les différentes affaires qui passent par chez nous. C'est vrai que là on a beaucoup parlé des litiges du quotidien, de tout ce qui était civil, mais il y a peut-être aussi des affaires plus grandes, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui passe par chez nous, monsieur le procureur ? Alors essentiellement, la palette des infractions est très vaste dans le code, mais je distinguerai volontiers les atteintes aux personnes, dont on parlera je crois un peu tout à l'heure, les atteintes aux biens, ainsi que les infractions routières et les infractions stupéfiants, qui se subdivisent, se déclinent évidemment en infractions plus particulières. C'est les grandes thématiques infractionnelles connues du tribunal correctionnel de Sarreguemines sont essentiellement les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, donc les vols, les escroqueries, comme c'était un peu évoqué dans le reportage précédent, les infractions stupéfiants, que ce soit de simple usage, mais également, le cas échéant, du trafic beaucoup plus structuré. Et c'est un petit peu chronique et un peu transversal au tribunal de Sarreguemines, mais en réalité dans tous les tribunaux de France, la multiplicité très abondante des infractions routières, les conduites sous l'empire d'un état alcoolique prohibé, les conduites après usage de stupéfiants, tout le temps prohibé puisque les stupéfiants sont interdits de consommation encore dans l'état du droit, les infractions au permis de conduire, les défauts de permis de conduire, suspension, etc. etc. De votre côté, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une augmentation d'affaires qui sont liées à, tout ce qui est lié sur Internet, donc les fraudes, alors que ce soit les arnaques. On a pu en parler tout à l'heure, tout ce qui était sur le secteur de l'énergie. Est-ce que ce sont des choses que vous avez ? Oui, c'est des dossiers qu'on voit arriver de plus en plus souvent, soit parce qu'on est passé par une plateforme en pensant que c'était sécurisé, que d'un seul coup nos données, nos informations personnelles sont captées et puis utilisées sans le savoir. Et très souvent on s'en rend compte une fois que c'est trop tard, une fois que le compte en banque se voit avoir des lignes débitrices et qu'on se dit mais mince, mais est-ce que c'est moi qui ai fait cet achat-là ? Est-ce que je me souviens pas d'eux, et puis on vérifie, on regarde, et puis après on court à la banque et paniqué en se disant mais attention, ça c'est des choses qu'on voit arriver. Alors c'est vrai qu'on a parlé du photovoltaïque, ça a beaucoup occupé, je pense, l'association que vous avez citée tout à l'heure dans le reportage. Mais c'est une chose. Mais au niveau pénal, l'internet est devenu, les réseaux sociaux sont devenus un milieu dans lequel la cybercriminalité se développe. Je pense qu'il y a, il y a un dossier c'est une grande thématique aussi. Mais c'est vrai que j'aimerais peut-être qu'on refasse un point sur tout ce qui est lié aux violences faites aux personnes, parce que c'est ce qui m'a attirée aussi quand j'ai écrit cette émission. C'est une tendance qui est aussi ressentie par les forces de l'ordre sur le terrain. D'ailleurs, on fait le point avec le chef de circonscription de la sécurité publique de Sarreguemines. Plus 22,4%, c'est l'augmentation des violences faites aux personnes entre 2016 et 2020 sur le département. Elles vont de simples disputes avec insultes à l'agression à l'aide d'une arme, même si ces dernières sont plus rares sur l'arrondissement. Mais la tendance à Sarreguemines comme au plan national, malheureusement, elle est aux violences intrafamiliales et plus particulièrement les violences conjugales. L'année dernière, mais surtout ces derniers mois, ce type de violence n'a pas cessé d'augmenter. Je dirais que depuis le printemps et avec une nouvelle vague de sursaut cet été, on constate vraiment un accroissement en nombre, en fréquence et en intensité des violences sur Sarreguemines comme partout ailleurs. Difficile d'expliquer pourquoi et de donner des chiffres concrets qui évoluent chaque semaine. La plupart des enquêtes sont ouvertes après un dépôt de plainte, mais il arrive aussi que les forces de l'ordre interviennent après un appel au 17. En parallèle, la police se voit confrontée à un rejet de l'autorité, refus d'obtempérer, outrage à agent, voire
atteinte physique. Au moment où je vous parle, on vient de procéder à l'interpellation de 2 personnes qui ont commis un refus d'obtempérer assez conséquent avec des conséquences mécaniques, un accident, et qui ont pris la fuite sur une distance longue avec le pneu éclaté. Souvent, ces violences vont de pair avec une consommation de stupéfiants ou d'alcool, des facteurs aggravants. Des réactions peut-être après ce reportage ? Le constat du commandant Stéphan est très juste. Et si, par exemple, le confinement a certainement eu son rôle à jouer dans la montée en tension au sein des familles, la tendance est un peu plus enracinée malheureusement par-delà cette forme de crête de la vague, certainement intensificatrice, mais qui plonge ses racines dans une évolution qui remonte à une dizaine, voire une quinzaine d'années, où l'on voit quasiment sur le plan national une certaine diminution des atteintes aux biens et une montée mais presque irréversible et à l'encontre de laquelle il est difficile de pouvoir agir pour l'endiguer, des atteintes aux personnes. Le commandant évoquait les violences conjugales, la réticence que l'on observe de façon croissante parmi certains de nos concitoyens à l'égard des marques de l'autorité, mais n'importe quelle dispute entre automobilistes pour une place de stationnement sur un supermarché peut malheureusement dégénérer et finir en coup de poing, et donc conséquemment à un moment donné devant une juridiction pénale. Je pense que c'est un sentiment que vous partagez aussi certainement, Monsieur Papuga. Oui, effectivement, en ce qui concerne les violences faites aux femmes, les violences conjugales, bon, je dis faites aux femmes, mais ça peut être également faites aux hommes, on a eu quelques situations. Effectivement, on constate une réelle augmentation. Alors, il y a aussi cette période de confinement qui a joué et puis qui a fait que, sans doute, les violences ont été... il était plus compliqué pour les familles de vivre ce confinement. Alors, moi, je le constate parce que le parquet de Sarreguemines a une réponse, c'est 0 classement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune affaire de violence conjugale qui est classée à Sarreguemines. Toutes ces affaires font l'objet d'une instruction de monsieur le procureur de la République et par quelque moyen que ce soit, c'est-à-dire que soit dans le cadre des alternatives aux poursuites, ou parfois, ou même souvent par le tribunal correctionnel, des stages de sensibilisation aux violences sexistes sont ordonnés, et à l'association Proximité, je dirais que l'augmentation, elle est grosso modo d'une année sur l'autre. Chaque année, il y a à peu près une augmentation de 20 à 25%. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même des statistiques malheureusement assez édifiantes. C'est vrai que depuis tout à l'heure on parle du justiciable. Je voudrais simplement préciser aussi, je pense que c'est lié aussi à une politique qui est mise en œuvre par le parquet de Sarreguemines qui dit 0 classement. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus passer. Je pense que peut-être que dans d'autres juridictions, ou peut-être par le passé, il y avait peut-être plus tendance, dans certaines situations, de ne pas envisager des poursuites, ou alors on passait simplement par le rappel à la loi. Et le rappel à la loi, je pense que ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante en termes de violence conjugale. On parle de justiciables victimes depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous ceux qui se retrouvent condamnés, les auteurs des faits, il ne faut pas l'oublier. Il est évident que la sanction, elle est obligatoire quand on parle de justice, mais vous avez tout au long de cette émission évoqué aussi des alternatives. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres qu'on peut mettre en avant ? Est-ce qu'il y a une stratégie peut-être sur cette justice de proximité ? Monsieur le procureur ? Oui, alors je vais peut-être juste un bémol pour que les téléspectateurs comprennent bien une situation dans les violences conjugales. Le directeur de proximité, M. Papuga, a parfaitement raison de dire que les classements ne sont pas recommandés et ne sont pas pratiqués. Attention quand même à devoir préciser tout de même, parce que parmi les téléspectateurs, certainement, il y a eu des plaignants déçus dans leur démarche. Il faut encore que la plainte puisse prospérer et soit accompagnée de suffisantes preuves susceptibles d'être réunies par la police ou la gendarmerie pour que la procédure puisse
être en état, au regard d'une analyse faite par le ministère public, un procureur du tribunal, nous sommes 6 au tribunal de Sarreguemines à occuper ces fonctions, que le dossier puisse être suffisamment alimenté par une documentation probatoire. Donc les classements sont aussi la conséquence, malheureusement, de certaines situations à l'occasion desquelles la preuve ne peut pas être suffisamment rapportée de la commission forcément, ça ralentit de l'infraction. ou alors ça n'aboutit pas. Malheureusement, ça risque de promettre la procédure à une absence de suite. Alors pour les alternatives, il est vrai que lorsque l'on pense à la justice pénale, qu'on pense au procureur et au tribunal, on pense souvent à l'audience correctionnelle, mais qui est la plus visible et par conséquent celle qui fait peut-être le plus écho dans l'esprit des gens et de nos téléspectateurs. Pour autant, et même si la fonction de procureur est plutôt celle de poursuivre et donc en quelque sorte d'accuser devant une juridiction, les instruments sont assez nombreux pour ne pas devoir inéluctablement faire comparaître les gens devant le tribunal. D'abord parce que tous ne le méritent pas, en fonction de l'infraction commise, toutes les infractions perpétrées ne sont pas inéluctablement promise à un passage devant le tribunal, en particulier si les personnes qui commettent ces infractions s'avèrent susceptibles d'être réinsérées socialement et peut-être aussi dans un état d'esprit qui est propice à la réparation. Et de ce point de vue-ci, le ministère public dispose d'instruments juridiques fournis par le Code de procédure pénale qui permettent de plutôt privilégier la réparation, je ne le cacherai pas, en quelque sorte sous la menace de poursuites correctionnelles, mais d'indemnisation de la victime ou alors de paiement, par exemple, pour un instrument tout récent qu'on appelle la contribution citoyenne, de payer une somme qui s'élève en général à quelques centaines d'euros au profit de l'association proximité. C'est un instrument qui a été introduit dans le Code de procédure pénale depuis le mois d'avril de cette année, donc c'est vraiment très récent, et cela permet à des contrevenants délinquants de basse ou moyenne intensité, aux antécédents judiciaires faibles, plutôt que d'être poursuivis devant le tribunal, de payer réellement ce qu'on appelle une contribution citoyenne, c'est-à-dire une somme au profit de l'association de proximité qu'il utilise ensuite dans le cadre de ses activités. Et c'est une excellente mesure de réparation d'une certaine façon sociale pour éviter le passage devant la juridiction pénale. On se rend bien compte, pour conclure, que la justice, elle n'est pas que tournée vers la sanction, la punition, même si bien sûr c'est un passage parfois obligatoire. Il y a aussi de nombreuses personnes qui cherchent seulement, qui ont un questionnement sur une procédure, et les associations qu'on a pu citer tout au long de cette émission ont un rôle hyper important à jouer, on l'a bien compris. Pour terminer, il nous reste 2 petites minutes. J'aimerais vous poser une question autour de cette table pour ouvrir un petit peu aussi le débat. Pour vous, quel est l'avenir de la justice de proximité ? Je commencerai par vous, Maître Tomaszewski. Grande question. Alors, le bâtonnier de Sarreguemines n'est pas Madame Irma, donc il va avoir du mal à faire des pronostics sur l'avenir de la justice de proximité. On parlait tout à l'heure de dématérialisation, d'utilisation des nouvelles technologies qui nous permettent d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'avoir une meilleure communication, une plus fluide avec son client qui n'est pas obligé forcément de se déplacer aussi dans le cabinet d'avocat, ou alors avec le rapport entre l'avocat et la juridiction, le rapport entre l'avocat ou le barreau avec l'association proximité. Effectivement, tous ces échanges-là, c'est bien, mais il ne faut surtout pas oublier que ce qui compte, c'est l'humain. C'est-à-dire que la justice, c'est la justice qui est rendue au nom des hommes et des femmes, pour les êtres humains, et le lien social est important, et je pense que ce qui fait ressortir aussi toutes ces violences faites aux personnes, certes c'est une tendance qui est ancrée depuis une dizaine d'années, mais la crise de la Covid n'a fait que de cristalliser et d'exaspérer et d'exacerber ce problème-là de manque de lien social et de retour au rapport des uns aux autres. Et c'est pour ça que la justice de proximité, c'est important. C'est quelque chose qui doit se défendre, quelque chose qui doit fonctionner justement pour apaiser les liens entre voisins, les liens avec son employeur, mettre l'humain au centre. Il ne faut pas oublier que quand on rend la justice, quand on défend quelqu'un, quand on vient aider quelqu'un qui est soit victime, soit même auteur et qui doit réparer, c'est bien la réparation, parce que ça remet à nouveau aussi les choses en contact, en lien. On a fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, et le fait de réparer,
on fait quelque chose aussi pour l'autre. Et ça apaise la société. La société a besoin d'apaisement, a besoin de cela. Et donc, si la justice de proximité peut aider à cela, eh ben, c'est très bien. Je donne la parole aussi à Monsieur Papuga très rapidement pour rester dans notre timing. Notre souci à l'association Proximité depuis de nombreuses années, c'est d'être le plus près possible et des victimes et parfois les auteurs, parce qu'il y a des prises en charge d'auteurs aussi dans le cadre de mesures de contrôle judiciaire. Mais là où je voudrais insister, c'est que, et je rebondis sur ce que disait Maître Tomaszewski, il faut qu'on replace l'être humain au centre du débat. Et je pense que la disponibilité, une plus grande disponibilité des rencontres les plus faciles possibles et offrir le maximum de solutions pour chacun finalement. Oui, de solutions de prise en charge, que ce soit psychologique, judiciaire, en collaboration avec le barreau. Je crois que c'est notre souci principal. Monsieur le procureur, en quelques mots. En quelques très brefs mots. La justice de proximité pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Une justice rapide, ce qui ne signifie pas inéluctablement immédiate, parce qu'il faut parfois se méfier de l'immédiateté. Une justice pédagogique et surtout, quel que soit le positionnement de ceux qui sont appelés à en connaître, y compris quand il est défavorable, comme cela peut être le cas évidemment de quelqu'un qui est prévenu d'avoir commis une infraction, de la considération. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé, ça a été très intéressant. J'espère qu'on a pu un peu débroussailler tout ça. En tout cas, vous pourrez retrouver tous les sites qui ont été évoqués sur nos réseaux et le site internet de Mosaïque Cristal. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt.